Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous montre le dessous d'Hollywood. On pourrait faire le... Et Spade, tu peux me faire le dessous de Palm Beach à la voix? Comme ça, non, c'est pas une... Absolument pas. En plus, il y a que les vieux qui auront la référence. Donc, cette semaine, on vous parle de Freddy, l'arrangeur, de Mike Perkins et de Garth Ennis qui parlent des dessous d'Hollywood, mais d'un Hollywood un peu spécial, on en parlera après. Et c'est pour ça que je parlais des dessous d'Hollywood. Je suis avec ma petite équipe habituelle, avec le MVP de cette saison puisque il fait toutes les émissions de 2026. C'est Cécile. Salut Cécile, ça va Cécile? Ça va très très bien. Très très hâte de parler de cette BD. Et ben moi aussi. On est avec Sophie. Pardon, aussi. Comics. Oui, c'est vrai. C'est un comics. Bon. Toutes les BD sont du comics, hein, ou tous les comics sont du BD. Mais ça se lit comme un tome de Tintin, un peu, voilà. Ah ouais, on voit le lien avec un. Même nombre de pages. Ouais. On est avec Sophie aussi. Salut Sophie. Salut. Et avec Spade, vous l'avez entendu. Salut Spade. Bonsoir. On va commencer comme d'habitude les petites recos. On l'a dit la semaine dernière, on le redit cette semaine. Si vous êtes dans le coin de Montpellier et que vous n'avez pas entendu la semaine dernière, on vous a parlé. La librairie Bunka, donc la librairie manga, a eu un énorme dégât des eaux dans ses toilettes. Du coup, elle est que en click and collect. Donc, si vous voulez l'aider financièrement, parce que apparemment ça va être compliqué pour elle, allez-y, très très fort, soutenez-la et soutenez vos librairies indépendantes si vous en avez l'occasion, parce que c'est mieux que donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Voilà. Qui en ont trop, faut les soulager. Oui. Donc voilà, je tenais à le redire, même si je sais pas si on a 40 millions de personnes sur Montpellier. Mais je sais qu'elle est aussi sur Vinted. Peut-être que je mettrai son lien Vinted parce que elle a des trucs d'occasion. Elle a notamment, j'avais acheté tous les Jujutsu Kaisen et finalement je les ai revendus. Donc si vous voulez mes Jujutsu Kaisen, ils sont chez elle. Je crois que j'ai du 0 au 11. Voilà. Bref. Si vous aimez Naruto mais en plus noir, allez-y. Et en recommandation culturelle, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je sais même pas. Qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que je l'ai fait en moi je peux vous faire une non recommandation culturelle si vous voulez. La semaine dernière, mais je l'ai. Tu fais toujours des non-recommandations. Et après, tu oses dire que c'est Spade qui aime rien. Ouais, c'est vrai. J'ai adoré Donjon Crawler Carl. J'en ai déjà parlé dans l'émission. Donc je me suis dit parce que j'avais des crédits pour les livres audio, et donc je cherchais un livre audio à lire. Et je me dis il y a d'autres trucs de lit RPG. Et je vais pouvoir dire à Spade qu'il a tort et que la lit RPG c'est pas que de la merde. Et j'ai voulu lire Primal Hunter. Alors imaginez-vous, vous êtes téléporté dans un monde imaginaire avec votre collègue incel, fan d'archerie et awkward socialement. Et vous avez Primal Hunter. Je pense que c'est ça résume très très bien l'histoire. Le mec arrive dans le monde, une espèce de monde isekai à la con, ne se pose aucune question sur le fait que tiens, il va falloir tuer des gens, il va falloir tirer sur des animaux. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est direct. Moi je veux monter en niveau, je veux à tout prix gagner. Alors que autour de lui, il y a plein de gens qui se disent mais où est-ce qu'on est? Pourquoi on n'est plus avec notre famille? Ça le fait chier qu'il y ait des gens qui se posent des questions.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un gros bill dans le jargon des joueurs de RPG. Ouais, c'est à peu près ça. Ils sont dans une forêt, ils voient un truc qui bouge, bah forcément lui il va tirer dessus sans réfléchir à ce que c'est, et donc il bute un marcassin. Sauf qu'il y a la maman derrière, et la maman comme on est dans un monde de fantasy, forcément la maman elle est très très forte. Lui arrive à s'en sortir en grimpant sur un arbre. Mais il y a une meuf qui se fait couper le pied parce que le sanglier lui défonce le pied. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est absolument pas de sa faute. C'est de la faute à elle. Elle n'avait qu'à bouger plus vite. Et voilà. Et il est à deux doigts de dire mais on n'a qu'à la laisser crever là. C'est pas grave. Et si c'était écrit d'une façon où un peu comme de John Connor Carl, où il se fout de la gueule de ce genre de trope. Et on est dans quelqu'un qui est en train de dénoncer un peu ce que disaient les gros Bill, mais non, c'est écrit full sérieux le mec, et vraiment je fais du hate reading à lire ce truc, et c'est totalement ça. C'est le pire webtoon en littérature. Je trouve que même Solo Leveling, même les pires trucs les pires copies de Solo Leveling s'en sortent mieux que ce machin. Je ne comprends pas que ça sorte en français. Donc évitez à tout prix Primal Hunter. Vraiment, c'est horrible. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une recommandation Spades? Alors déjà, on va corriger un truc, hein. Je ne dis pas que la lit RPG c'est de la merde. Je dis que ce n'est ni de la bonne littérature ni du bon RPG. C'est pas pareil. Après, en recommandation, on va partir sur un titre un peu plus classique. En ce moment, je suis en train de relire L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Donc c'est un roman espagnol qui est sorti au début de ce siècle. J'ai dû le lire la première fois il y a à peu près 20 ans déjà. Donc ça raconte l'histoire de Dan, un orphelin espagnol qui vit à Barcelone juste après la Seconde Guerre mondiale. Son père est libraire, sa mère est morte, et un jour son père décide de l'emmener dans une bibliothèque secrète qu'on appelle le cimetière des livres oubliés. En fait, ils sont les gardiens de tous les livres qui sont sortis de l'imaginaire collectif. Et chaque gardien doit choisir un livre à lire au sein de cette bibliothèque. Et donc Daniel va choisir un livre qui s'appelle L'ombre du vent, écrit par un mystérieux Julián Carax. Et ce livre, qui est une sorte de Alexandre Dumas-ry, on va dire, va le fasciner au plus haut point. C'est le livre le plus extraordinaire qu'il ait jamais lu, et il part à la recherche en fait de la vie de Julián Carax, qui serait donc un auteur espagnol originaire de Barcelone, qui est parti à Paris pour publier ses bouquins et qui est revenu dans sa ville, et de tout le mystère qui est autour de lui. Pourquoi un type rachète tous ces bouquins-là pour les détruire, ou s'il les rachète pas, les vole et tue les gens pour les récupérer. Et c'est vraiment un bouquin extraordinaire. C'est super bien écrit et c'est passionnant. C'est l'histoire d'une vie autour des bouquins et comment les livres peuvent nous impacter. Ok. J'ai pensé à toi. Bon, je fais pas de la pub pour Nextory parce que déjà ils m'ont pas payé, donc je vais pas faire de la pub. Mais sachez que si vous avez envie de lire, je crois que c'est un des bouquins que m'a recommandé le plus fortement notre ami Spades, qui est La position du tireur couché de Manchette. Je sais qu'il est dispo sur Nextory. Donc allez utiliser votre crédit gratuit quand vous vous abonnez sur Nextory pour écouter, je l'ai pas fait encore mais je veux le faire, La position du tireur couché de Jean-Patrick Manchette, excusez-moi, qui est, pour les gens qui ne sauraient pas, il y a quand même un lien avec le comics puisque c'est le premier traducteur de Watchmen. Et il est le seul bon traducteur français de Watchmen. Hein. Ouais. J'aime bien Nikolaevitch, mais sa traduction est pas au niveau. Hein. Quand t'as un des maîtres du néo-noir français qui est aux manettes, forcément c'est bien meilleur. Et tu disais que c'était que ce bouquin était un des meilleurs trucs de polar noir français. En fait, Manchette est un excellent romancier de base, même si lui
pour lui en fait écrire des bouquins c'était plus j'allais dire un boulot alimentaire, non, parce qu'il aimait vraiment ça, mais en fait, pour lui, c'était un boulot. Pour lui, écrire un bouquin, c'est comme pour moi aller à l'usine. D'accord. C'était sa profession, et il voyait absolument pas un statut d'artiste derrière ça. Il n'a pas la grandiloquence et l'insuffisance d'un Yann Moix, par exemple. c'est vraiment l'anti-Yann Moix, ce type-là. Et en fait, c'est un auteur qui est surtout spécialisé dans ce qu'on appelle le néo-noir, donc la résurgence des romans noirs fin des années 70, début des années 80. Et pour moi, ouais, la position du tireur couché, c'est son chef-d'œuvre dans le style. Et je crois qu'il y a une adaptation je sais pas si tu l'as vu, l'adaptation en film? Non, je l'ai jamais vu, mais il me semble qu'il y en a 2 ou 3 en fait. Ah, peut-être, ouais. Mais en tout cas, différents noms. vous pouvez aller l'écouter en livre audio sur Nextory, puis après vous supprimez votre compte de Nextory. Voilà, on ne fait pas de pub. Je sais même pas s'ils sont cool ou pas. Bref, ils nous ont pas donné d'argent, donc voilà. Et puis ça a été adapté en BD par Tardy. Ah oui, ouais. Mais est-ce qu'on fait de la pub à Tardy? Je ne sais pas. Vu qu'il sort des c'est Loisel. Je confondais Tardy et Loisel, excusez-moi. Ouais, non, je trouvais ça bizarre. Tardy, ça va. Et 2 films en fait sont tirés du bouquin. Ok. Le Choc avec Alain Delon et Catherine Deneuve, donc en 82. Ok. Et The Gunman avec Sean Penn et Idris Elba et Javier Bardem. Ok. Ah, ça me parle pas, mais pourquoi pas. Donc je présume que Idris Elba joue le rôle de Catherine Deneuve. Sûrement. Ça colle bien. Ouais. Sophie, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Ouais, j'ai hésité de quoi je vais vous parler. Bon, alors on va aller sur Toxicity. C'est pas un truc très joyeux, je vous préviens. C'est une série sur Netflix alors j'ai en ce moment un truc, je regarde sur Netflix des séries basées sur des faits réels, déprimants. Voilà, c'est donc je me suis dit tiens, après Les Enfants de plomb, qui est une histoire vraie, c'est passé en Pologne où un tas d'enfants sont atteints du saturnisme parce qu'on vivait à côté d'une Assyrie. Tiens, j'ai regardé un truc, c'est une série anglaise sur des enfants qui sont à nouveau empoisonnés, mais là dans le ventre de leur mère, suite à ils essaient de soi-disant décontaminer un terrain qui avait été utilisé pour une Assyrie aussi, et ils sont censés le décontaminer. Évidemment, il ne faut rien comme il faut, et du coup ça finit avec des cas de malformation et des bébés qui meurent. Voilà, donc c'est hyper joyeux. D'autant que l'affaire en vrai n'est toujours pas vraiment résolue, dans le sens où ils ont pas vraiment décontaminé les lieux, quoi. Et que en plus il y a eu une affaire un peu dans le même style en France. Donc en plus on n'apprend pas des erreurs, quoi. Donc c'est génial. Mais la série est plutôt bien faite. Les comédiens sont excellents. Le personnage principal est joué par celle qui jouait le docteur 13. La seule docteur Doctor Who, la mal aimée, on va dire, parce qu'il y a plein de gens qui l'avaient un peu pas aimé son personnage, mais moi je trouve que c'est une excellente actrice qui avait joué aussi dans Broadchurch. Voilà, elle est d'après saison Jodie Hauser, non, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est une super actrice. Elle est très très forte. C'est une super actrice. Et là, elle joue encore un rôle qui est complètement différent de ceux dans quoi on l'a vu avant, puisqu'elle joue vraiment une wesh des cités, quoi. Qui en plus au début fait rien du tout de ce que faudrait faire quand t'es maman, quoi. Et qui en fait va avec les difficultés qu'a son enfant médical, va apprendre en fait finalement à être une maman qui soutient, quoi, son gamin, et même à se battre pour lui, et même aller affronter des politiciens bien sous tout rapport, en apparence. Voilà. Et qui savent tout faire. Les acteurs anglais qui savent tout faire, à mon avis. Ouais, non, le casting est ouf. Après, je pense que c'est la méthode d'acting, tu vois. On n'arrête pas de parler d'acteurs studio
une méthode, la méthode américaine où ça a l'air de les rendre pas bien dans leur peau. En plus, les acteurs, ça en a tué certains. Et à côté de ça, je trouve qu'ils jouent pas aussi bien que les acteurs anglais, donc faudrait peut-être qu'ils se posent des bonnes questions, je sais pas. Mais non, mais là, ouais, le casting est vraiment cool et c'est une mini-série, donc en plus. Ça se regarde vite, voilà. Enfin, ça se regarde vite. Ça dépend de votre santé mentale, n'est-ce pas? N'enchaînez peut-être pas les épisodes, ça va pas très bien, parce que vraiment, la série est sombre, voilà. C'est aussi le nom du meilleur album de System of a Down. Voilà, je pose ça là. Ça peut faire du bien d'écouter ça après, histoire de s'évacuer les nerfs. Ouais, peut-être. Et ne pas faire comme moi, parce que quand je l'écoutais dans le bus, je chantais et je me tapais la honte parce que je chantais du Toxicity dans le bus très fort et tout le monde me regardait bizarrement. Voilà, c'est une de mes anecdotes. Cécile, est-ce que t'as une reco? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle va être musicale? Eh ben non, j'écorche ma règle parce que ce que j'ai écouté en ce moment c'est pas top. Donc là, ce que je pourrais recommander, ce serait une sortie manga. Ouais. Manga française qui nous vient de la collection Combo qui appartient à Dargo. Et il s'agit de Yon. C'est le manga de Margot Bretin, Camille Bretin, excusez-moi. Qui est un manga en 4 tomes, actuellement 2 qui sont sortis, le 3e va sortir en avril si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est un manga vraiment super. Le cadre, c'est dans une sorte d'univers apocalyptique ou post-apocalyptique, on ne sait pas, mais dans ce cas, dans un endroit très reculé où dans un désert il y a un internat avec uniquement des filles. Et dans cet internat il y a l'événement qui commence. Et l'événement, c'est un phénomène où des petites créatures sous forme de balles apparaissent. Et quand ça arrive, il faut absolument quitter les lieux. Sauf que à ce moment-là, il y a un groupe de filles qui n'arrivent pas à évacuer et qui se retrouvent donc coincées dans les bâtiments les plus abandonnés de l'internat. Et du coup, donc, ces filles vont essayer de survivre face à ces toutes petites créatures qui représentent un énorme danger pour les humains. Donc voilà, c'est un récit avec style fantastique, avec un peu de tranche de vie quand même, mais surtout beaucoup de suspense. C'est vraiment super bien fait. On va dire que le premier tome est beaucoup plus court que le deuxième, parce que le premier sert surtout à poser le cadre, à préparer les choses, puis après le deuxième qui est beaucoup plus long, il se passe plein de trucs, c'est vraiment haletant et c'est vraiment dans un style manga très respecté, je trouve, et voilà, c'est vraiment super. J'ai hâte d'attendre le 3e tome. Ouais, t'as totalement raison, c'est trop bien. Moi, ça me fait penser un peu à Journey Beyond Two Heaven. Pour ceux qui connaissent pas Journey Beyond Two Heaven, c'est trop bien. Tu connais pas? Non, je connais pas. C'est trop bien. C'est en fait t'as c'est un peu dans le même principe. C'est un monde après l'apocalypse. T'as un univers. Enfin, t'as 2 histoires mêlées. T'as une histoire où t'as une espèce d'orphelinat du futur avec plein d'enfants bizarres, un peu chelous, qui sont retenus par des espèces de scientifiques. Et à côté de ça, t'as 2 personnes qui sont en train de voyager dans un Japon en mode post-apo, où la technologie a un peu tout pété, et il y a des espèces de monstres. Et bizarrement, il y a 2 personnages dans les 2 histoires qui se ressemblent beaucoup. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment intéressant. Et ça parle de transidentité de façon intéressante. Il y a un animé sur Disney+, si vous voulez, qui est plutôt cool. Et vraiment, moi j'avais trouvé ça vraiment bien foutu. Si vous avez l'occasion. Mais Yon, c'est trop bien. Il y a des mangas français qui sont vraiment très cool. Hein. Même si vous avez l'occasion de lire Run to Heaven, lisez Run to Heaven, c'est trop cool.
Voilà. Moi, je fais partie des gens qui, on me dit manga français, je grince un peu des dents, et puis finalement, non, il y a des trucs bien des fois. Moi, je dis franga, Voilà. et ça fait grincer beaucoup de dents. Ah. Mais en vrai, c'est de la BD. Il faut dire Manfra. Manfra, pardon. Manfra. Manfra. C'est de la BD, quoi. Enfin, Oui, mais certains auteurs de ce type de manga revendiquent le terme de Manfra. Alors, ouais. dans le cas de Yon, faut le lire à l'envers, donc voilà, c'est un manga. Ah, elle a dessiné à l'envers. Ok. C'est marrant. Bon, bah, tu grandis avec ces codes-là, donc forcément, tu les réappliques. Bref. Mais super reco. On va passer à un autre titre de Delcourt. D'ailleurs, on remercie Delcourt de nous avoir fourni le PDF et fourni la BD parce que j'ai reçu la BD. Et je l'ai lu en PDF parce que j'ai eu la flemme et que j'ai préféré le lire sur iPad. Mais merci de nous avoir fourni la BD. C'est Freddy l'arrangeur de Mike Perkins et Garcenis. Garcenis, c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous connaissez un peu le comics, puisque c'est un mec qui a bossé sur Hellblazer. C'est le co-créateur avec Steve Dillon de Preacher chez Vertigo. C'était Vertigo. Preacher, on est d'accord, hein? Oui, je l'ai pas dit. De quoi? Oui, c'est Vertigo. Ouais, c'est Vertigo. Ouais. C'est aussi le créateur de The Boys avec Derek Robertson. Il a fait les grands, ouais voilà, les grands trucs les grandes âges du Punisher. C'est un scénariste nord-irlandais. Et c'est moi bon, peut-être que vous allez moi c'est le Mark Millar en mieux, parce que c'est quelqu'un de très provocateur, qui a des bonnes idées, mais qui va plus loin que Mark Millar, parce que Mark Millar il arrive à avoir des super idées, mais il est très provocateur, mais souvent en fait il y a juste ça, il y a rien derrière, alors que Ennis, je trouve que ce qu'il fait, c'est très graphique, il y a beaucoup de violence, c'est très vulgaire, mais bon, pas tout le temps, mais la plupart du temps il y a un fond derrière ce qu'il dit, et il va vous provoquer pour vous faire pour parler de choses et pour distiller un message. Bon, des fois c'est gratuit pour être gratuit, je pense à Crost notamment, mais il y a plein de titres que je vous recommanderais fortement. Le début de The Boys est vraiment bien. Si vous avez pas lu The Boys, vous avez pas vu la série, lisez The Boys. Bon, après forcément Garcenis, c'est quelqu'un qui aime pas les super-héros. Et dans The Boys, il montre qu'il aime qu'un super-héros. Oui, il aime Punisher. Et puis voilà, c'est tout. Non. Il aime un super-héros, un vrai super-héros. Punisher, pour lui, il a toujours dit que c'était pas un super-héros, c'est juste un vigilante. Pour lui, il y a qu'un seul super-héros qui mérite le respect, et c'est Superman. Ok, il a déjà essayé d'écrire dessus. Enfin, il a bossé chez DC. Oui, bien sûr, il a fait la série Hitman qui était très bien, et justement, il fait un hommage incroyable en fait à Superman dans cette série. Il y a un épisode spécial sur Superman où Superman a du mal à se remettre d'avoir échoué à sauver des gens, et donc en revenant sur Terre, il a un peu dans le bad, et donc en discutant avec un mec, le mec va lui prouver en fait qu'il a un symbole, un parangon d'espoir pour tout le monde. Et au final, le type en question, c'est le héros de la série, c'est le Hitman, c'est un tueur à gages, quoi. Et en fait, Superman se fait lift up par donc un enfoiré de dernière catégorie, mais de manière totalement sincère. Il a une véritable admiration pour Superman, et c'est pour ça en fait qu'il crache autant en fait sur les visions de Evil Superman que sont avec Homelander et compagnie, quoi. C'est un auteur que t'apprécies en tant que scénariste, toi, Spade, ou pas, Ennis? Je l'ai toujours dit, la partie balade au Texas de Preacher, c'est peut-être un des meilleurs trucs que j'ai lu en comics de ma vie.
Ok. Ça a été un un fucking ride comme rarement quoi. C'est donc Preacher, pour expliquer, c'est donc l'histoire d'un prêtre, enfin d'un pasteur qui va se retrouver investi de la voix de Dieu, qui découvre en fait que Dieu a déserté le paradis, qui part le traquer à travers le monde. Et donc Balade au Texas s'intéresse spécifiquement à la jeunesse de ce héros-là et qui explique pourquoi en fait c'est lui qui a été choisi pour avoir la voix de Dieu, devenir un symbiote de Genesis. Et c'est vraiment une enfance volée, violée et foulée aux pieds, et un mec qui a essayé de se reconstruire comme il peut, et c'est vraiment, comme je dis, c'est un ride d'émotions qui est incroyable, et vraiment c'était extraordinaire. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Ennis à l'époque, donc il y a très très longtemps, il y a presque 30 ans maintenant déjà. Et c'est un auteur que je regarde souvent du coin de l'œil, parce que comme tu le dis, en fait, souvent derrière la provoque, il y a toujours un message. Le message de The Boys, c'est quand même la starification à tout prix, et le pardon qu'on accorde à des salopards sous prétexte que c'est des icônes. C'est devenu très différent avec la série télé qui centre ça beaucoup plus sur les réseaux sociaux et compagnie, mais cette différence c'est normal vu que The Boys a été écrit en 2006 et le réseau social de l'époque c'était MySpace, donc il allait pas en parler des masses de Facebook, Twitter et compagnie, parce qu'il n'avait pas deviné ce que ça allait devenir, hein. En fait ce regard très très acide sur la pop culture, le culte de la célébrité et les salopards qui font ce qu'ils veulent et qu'on leur permet tous sous prétexte qu'ils sont connus. C'est malheureusement il a totalement raison. C'est on le voit régulièrement avec les scandales qui éclaboussent les célébrités, même des pseudo-célébrités comme des youtubeurs et compagnie, quoi, quel que soit le pays. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a tout le temps, qui a un regard très acide sur le monde, mais qui est aussi en fait qui a envie d'avoir de l'espoir toujours. C'est vrai. Au dessin, on retrouve Mike Perkins. Et moi, j'étais certain qu'il était américain parce que je trouvais qu'il avait un trait très américain. Et mon ami Space m'a détrompé puisqu'effectivement, il est britannique et qu'il a commencé dans Two Thousand ID comme beaucoup. Comme tout le monde. Britannique. Donc, Mike Perkins, il a fait du Captain America. Il a fait The Stand, qui est une adaptation de Stephen King. Il a fait du Swamp Thing aussi. Cécile, est-ce que tu as un petit mot à dire sur le trait graphique de ce titre? Quoi, déjà, Freddy l'Arrangeur Ouais. Alors, si on commence tout de suite par ça, j'ai envie de dire qu'il y avait un peu une ambiance roman photo. Et surtout qu'en fait, si on a déjà l'habitude de m'écouter dans cette émission, c'est qu'en fait, c'est marrant que tu parles de Garth Phoenix et de The Boys, c'est que The Boys c'était un comic qui m'avait beaucoup intéressé quand j'étais tombé sur un chapitre qui était en noir et blanc. Puis ensuite j'ai voulu commencer par le premier volume et du coup c'était en couleur et j'ai complètement arrêté parce que j'ai trop cringé. Je trouve qu'il y a un ancrage qui est super génial dans la plupart des comics que je lis et qui est ensuite complètement desservi par la couleur. Si je peux donner des exceptions, David Hara est le coloriste qui a bossé sur Hawkeye avec Matt Fraction. Ça pour moi c'est une grosse exception. Et donc pour revenir à Freddy l'arrangeur, en fait, c'est que Mike Perkins, il a vachement beaucoup d'expérience, donc je suis sûr que il fait pas de cac, hein, évidemment. Mais je trouvais quand même que le dessin faisait froid et que comme pour The Boys, en fait, j'aurais aimé voir les planches en noir et blanc plutôt que en couleur. En noir et blanc. Et voilà, je trouve ça un peu trop statique, un peu trop froid et
j'ai l'impression en tout cas que Mike Perkins, en jouant juste sur cette comics, ce qui peut être très réducteur, j'ai l'impression qu'il est pas très fan de scènes d'action, qu'il gère plutôt des scènes de dialogue. Vous me direz si je me trompe ou pas. Je sais pas, il a fait beaucoup de Captain America, donc à mon avis sur Captain America il y a pas beaucoup de, c'est plus c'est plus des scènes de baston qu'autre chose, mais Non, il a fait beaucoup de bastons, notamment Judge Dredd. C'est pas pour la finesse des dialogues qu'on Ok. met Judge Dredd. Mais non, mais clairement, je te rejoins là sur ce titre. Il est extrêmement statique. Et aussi un peu Après- uncanny, je trouve. Le côté trop réaliste et massacré par la couleur, Voilà, c'est ça. C'est pas la couleur. Et du coup, c'est cette ambiance très roman photo. En fait, on a surtout des gros plans sur les visages. Et ça me rappelle l'auteur de l'art invisible. Scott McCloud. Voilà. Il avait fait un ouvrage qui s'appelle Faire de la bande dessinée. Et il avait justement dit que le piège où on peut se refermer, c'est de se contenter de faire une case avec un portrait et ça marche. Et du coup, il imagine la pire BD possible qui est juste une succession de portraits avec très peu de développement sur les décors, etc. Et c'est ce que j'ai ressenti pour 3/4 de la BD en fait. après c'est un style très 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 comics, hein. Oui, Il c'est vrai. y a En fait, ça m'a Ouais, rappelé le comics typique que j'ignore absolument en fait. Que j'ignore à tout prix. moi ça me fait penser à Michael Lark un peu, ou à il y a quoi comme Decimo, ou même comment il s'appelle, Liber Mero, qui est un peu dans ce style-là, très réaliste. Moi j'aime bien ce genre de dessinateur, mais je comprends qu'on puisse dire ah oui, effectivement, quand tu viens du manga et de la franco-belge, ça peut te dire ah oui, on n'est pas dans le c'est vraiment un style très 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 comics, et ce serait compréhensible que ça puisse pas dégoûter, mais Ouais. qu'on puisse ne pas apprécier, quoi. Voilà, je suis juste pas fan. Et à la limite, il y a D'accord, même ok. des moments, genre il y a un personnage qui s'appelle Isaac, c'est un peu genre le patron de Freddy. Il y a même des moments en fait où les proportions sont inconsistantes d'une case à l'autre. Donc en fait, il fait une technique que je fais très rarement parce que c'est très dangereux. Il étire le personnage. Il étire ce qu'il a dessiné, peut-être par post-edit. Sauf que c'est très flagrant. Et voilà. Mais Ah, tu crois que c'est sur le numérique? peut-être. J'ai l'impression qu'il y a eu du post en fait. Il y a des trucs qui étaient corrigés après. Ah, Je sais pas, il voulait corriger une perspective, donc du coup il étire et ça se voit en fait qu'il y a des marques d'étirement sur un personnage en particulier. Mais après voilà, j'ai pas une place d'avantage parce que je vais commencer à paraître pour un prof des Goldar. Non, mais c'est pas grave. Hein, c'est moi j'aime bien. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Sophie, t'as aimé les dessins? Moi, j'ai bien aimé, mais après, je dois avouer que j'étais un peu déçue parce que ce que j'aime dans The Boys et dans Preacher? The Preacher, c'est le côté assez gore. Voilà. Ah, ça, il y a des côtés un peu gore quand même. Bon, c'est pas ultra. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il se limite un peu. Enfin, vu les sujets abordés. Bon, après, c'est touchy, donc voilà. Mais Franchement, Garcenis qui se contrôle sur certains sujets comme les violences faites aux enfants, moi j'aime bien. Hein. Ah oui, bien sûr. On n'avait pas envie de voir cette scène-là, mais voilà, le mec qui fait du mal aux enfants. Après, honnêtement, voir un os ou deux de petite taille, c'était pas non plus, voilà. Je sais pas, mais Il y a des cannibalismes qui parlent là. Franchement, un petit tibia de 9 ans, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant? Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch? Après, si derrière les conséquences à celui qui est l'origine de problème sont encore 10 fois pires, c'est bon, au niveau de la catharsis, on y est, quoi, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, c'est assez soft. Après, ce qu'il dit d'Hollywood n'est pas si soft que ça.
et correspond plutôt bien à l'arrêté. Hein, je crois que. Tu peux nous faire un petit pitch, après tu donnes ton avis complet sur, Ah oui, sur la. le pitch. C'est vrai que j'avais dit que je faisais le pitch. Alors le pitch, c'est du coup on suit Freddy l'arrangeur. Il s'appelle l'arrangeur parce qu'en gros, les célébrités, les producteurs à Hollywood l'appellent pour arranger des situations. Et quand on dit arranger des situations, c'est genre il y a pas un cadavre dans le placard, non, il est sur la table basse, sur le lit, et il faut s'en occuper quoi. Et il y a des morceaux de cervelle partout quoi. Et du coup, le premier cas où il intervient, c'est un loup-garou qui s'est lâché avec ce qu'on suppose être un gigolo, au feu un gigolo, voilà. Et ensuite, il va être appelé pour s'occuper d'un mec qui est connu pour avoir dévoré des enfants Le croque-mitaine. et qui s'appelle le croque-mitaine. Voilà. Et en fait, Il insinue pas que dévorer, malheureusement. oui, voilà. Malheureusement pas que dévoré. Et en gros, il va commencer à se poser des questions sur cette affaire parce que ça a l'air on a l'air de vouloir expédier un peu vite cette histoire et il trouve ça un peu bizarre. Voilà. Et ce qui est le twist, c'est que en gros, je sais pas le twist. Hein? Tu as donné le twist? Non, pas le twist mais le twist de cette histoire. En gros, c'est comme un roman noir, sauf que va s'ajouter les monstres classiques. Qu'on voit au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une blague avec un prédateur et un organe masculin. Il y a un loup-garou, comme je vous l'ai dit au tout début. Il y a des vampires, moi d'ailleurs qui m'ont fait penser vachement à un jeu vidéo de Vampire Masquerade, parce que franchement, les scènes dans le club, je me suis dit, on dirait pas le premier qu'ils avaient fait, mais le deuxième. Blue Line, je crois que ça s'appelait, où c'était des vampires à Los Angeles. Franchement, t'as l'impression d'être dans le jeu, mais en version un peu plus dark quand même, hein, un peu plus BDSM, assumé on va dire. Et t'as aussi des créatures, vraiment t'as des allusions aussi aux classiques. Mais il y a tous les monstres de la Hammer en fait. C'est ça, voilà. Mais avec le ton Garcenis, donc c'est-à-dire que la créature du lagon noir il sort des chiottes, que Dracula visiblement il se fait tromper par la fiancée de Frankenstein avec l'homme invisible. Enfin bref, voilà, il y a de l'humour potache et graveleux et un peu crado. C'est du Garcenis évidemment, mais je trouve que ça reste un peu soft. Moi je m'attendais à qu'il aille plus loin avec tous ces éléments là. Je trouve qu'on est un peu entre du Garcenis et du clin d'œil à l'histoire du cinéma, des monstres au cinéma, et voilà, moi je trouve que c'était un peu soft. Après ça fait que 48 pages, donc peut-être qu'il a pas la place de développer, mais voilà, moi je suis un peu restée sur ma faim. Et ben moi j'ai apprécié ma lecture parce que bon, je savais où je mettais les pieds. On est sur du Garcenis, en plus on est sur du Garcenis donc qui tape sur Hollywood, donc c'est toujours un peu rigolo. Moi j'ai trouvé que l'hommage aux monstres d'Universal, moi comme j'aime beaucoup les monstres de l'Universal, ça m'a beaucoup parlé. J'ai bien aimé la façon dont il revisitait le genre. Moi, contrairement, avec la créature du lagon noir qui est secrétaire du syndicat, moi ça m'a beaucoup fait rire aussi. Oui. J'ai bien aimé aussi la secrétaire qui est une sirène. C'était rigolo. Mais il y a plein de petits trucs qui sont que j'ai trouvé cool. Moi, contrairement à Cécile, j'aime bien ce style-là de dessin. Ça me fait penser aussi à le pote de Brubaker. Merde, comment il s'appelle? C'est Brubaker et Spade. Michael Lark? Non, pas Michael Lark, l'autre. Celui avec qui il bosse tout le temps. Sean Phillips. Ouais, voilà. Ça m'a fait penser un peu à Sean Phillips. C'est du photoréaliste, quoi. Donc, effectivement, moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça joli. La colo est pas, moi, elle m'a pas dérangé. Contrairement à, je suis désolé, Cécile. Je vois lever les yeux au ciel. Mais bon, effectivement, on est sur, je sais pas à combien il est, je vais regarder à combien il est quand même. Mais c'était plutôt 10,50 €, je crois. Wow, ça va, 10,50 €, franchement.
c'est il y a plein de BD franco-belges qui sont à des prix beaucoup plus grosses que ça et qui sont beaucoup plus fines que ça. Ça révolutionne pas du tout le genre. À mon avis, ce sera pas un des travaux de Mike Perkins et de Garcinis qu'on retiendra, mais ça m'a fait passer, voilà, je vais redire ce que je dis. J'espère que Delcourt va pas le prendre mal, mais c'est un super comics de toilette. Franchement. Moi, je le prends mal. Ah ouais? T'aimerais pas qu'on dise que ton comics c'est un bon comics de toilette? Mais les toilettes, c'est un endroit où t'as besoin de passer, enfin, tu passes du temps et où t'as envie de passer un moment agréable. Et bah là, tu lis un truc agréable et puis après, tu le reposes et puis tu le fais découvrir à tes amis qui passent chez toi pour aller dans cet endroit spécifique, faire ce qu'ils ont à faire de spécifique, quoi. Moi, je sais que j'ai un ami, je ne dirais pas qui a des magazines Historia dans ses toilettes. Et ben à chaque fois, je découvre des petits trucs et tout. Bon, même si bref, voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon comics de toilette. Space, t'en as pensé quoi, toi? C'est assez compliqué quand même. Donc, comme disait Cécile, je suis assez d'accord là-dessus. Graphiquement, Mike Perkins c'est pas au mieux de sa forme là-dessus. La colo, je la trouve assez. Ouais, en fait, je retrouve de la colo dégueulasse du début du 21e siècle, quoi, quand on a commencé à utiliser des outils informatiques. Ouais. Vous ne le voyez pas, mais Cécile sourit. Je jubile. C'est graphiquement Perkins, moi ça me dérange pas spécialement, mais là ouais c'est extrêmement statique. Le coup de l'étirement que relevait Cécile, je pense qu'il est justifié par le scénario en fait. Oui, Il a juste eu la flemme. je ne révèle rien, mais ouais. Maintenant que tu me le dis, ouais. C'est vrai, ouais. Je pense qu'il a choisi la technique de la flemme, mais je pense que c'est justifié par le scénario. Je m'excuse envers le truc, c'est que c'est, comme tu dis, James, c'est ni un bon comics de Ennis, ni un bon comics de Perkins. Ennis, en fait, travaille sur 48 pages, ça fait peu. C'est en gros l'histoire, c'est Ray Donovan dans Les Monstres de la Hammer. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est le personnage de Freddy the Fix, c'est vraiment Ray Donovan, donc le gars qui est là pour tout arranger au dernier moment. Là, on colle des monstres de cinéma classiques à la place des monstres humains du cinéma qu'on connaît nous. Il y en a suffisamment de salopards qui pourraient remplacer chacun des monstres qu'on voit dans ce comics. Hein. Et le truc, c'est que en 48 pages, il a rien le temps de faire, quoi, Ennis. Ouais, c'est vrai. C'est où il aurait dû faire un truc beaucoup plus resserré, ou qui allait vraiment à l'essentiel, ou faire un truc qui était plus étendu, mais ou alors apprendre le vocabulaire du franco-belge, parce que ces 48 pages, c'est le format franco-belge à la base. Mais là, je trouve qu'il raconte pas grand-chose. Il y a des vannes qui m'ont bien fait rire, comme le facehugger qui essaye de lui faire peur en apparaissant au dernier moment. Mais globalement, je ressors de cette lecture sans rien. C'est comme tu dis, c'est un truc que tu vas lire, poser dans un coin, puis le laisser fusionner avec les meubles, quoi. En gros. Après, à noter, parce que donc on l'a pas relevé, mais en fait, Freddy the Fix, c'est le premier comics d'un label de Image Comics dédié à l'horreur. D'accord. Qui s'appelait Ninth Circle. Je sais pas si c'est toujours en cours, mais en fait l'idée de base c'était Ennis qui chapeautait différents auteurs comme Ramvé ou Adam Glass ou Marguerite Bennett, mais je n'ai pas envie de parler d'elle parce qu'elle c'est vraiment horrible ce qu'elle fait. Arrête, non, arrête. Tout ce que j'ai lu d'elle c'était une punition, quoi. Arrête. Vraiment. Arrête de toucher sur Marguerite Bennett. Elle n'a rien. Elle est nulle. Elle n'est même pas là.
Elle fait partie du label, donc c'est bien fait. Et en fait, ce label-là, ça a été commandé par une des productrices des films Manchester by the Sea et Suspiria, le remake. Ah, ok. Donc en fait, ils ont créé un label comme C'est comme Mila. Comics Des trucs pour en faire des films après. à mon avis, il y avait ça dans le projet à la base, c'était de donner carte blanche à des créateurs de comics pour faire du truc adaptable au cinéma. Est-ce que j'ai vraiment envie de voir Freddy the Fix en film ? Non. Pas tant. En fait, pas tant, je dois avouer. C'est un peu en film. Non, le ton Ennis au cinéma, je serais autant en comics, comme je disais, Preacher, pour moi, c'était une incroyable lecture. Son Punisher, je le trouve extraordinaire. Puis son Hellblazer, j'en parle même pas, hein, mais au cinéma, je suis pas sûr de vouloir voir ça non plus, quoi. On a vu ce que ça donne Millard au cinéma avec avec ses adaptations Netflix, donc on va éviter si possible. Non mais Miller même en comics c'est nul, hein. Il faut le dire. Hein. Cécile, est-ce que tu as un avis sur le titre en dehors de l'aspect graphique? Écoute, les bonnes choses que je pourrais dire, c'est le nom. Freddy l'Arrangeur, ça rappelle un peu genre Tony les deux points, un nom de mafieux de style là. C'est un peu rigolo. Et après ça, c'est un peu dur pour moi de trouver des compliments parce que. Alors déjà, je sais pas, dès le cours du faire et d'erreur. Ça me fait tellement rire de faire des trucs comme ça. Parce que, enfin, oui, Spade avait parlé de Nip Circle et du coup, c'est le début d'un projet éditorial. On sait pas où ça en est actuellement. Mais du coup, Delcourt a mis une mention dièse 1 à ce Freddy l'Arrangeur, alors que c'est censé être un one-shot. Genre, il n'y aura pas de suite. C'est un peu chelou, mais apparemment, c'est un one-shot, donc je vais le prendre tel quel. Et en fait, c'est un one-shot qui me laisse vraiment les fesses entre deux chaises. Parce que d'un côté, il y a un potentiel infini qui est semblable aux comics Fable, où il y a justement tout cet univers fictif. Donc, dans le cas de Freddy l'Arrangeur, ce serait les films d'Universal, Studio Hammer, etc. Tout cet univers que tu peux remixer, vraiment s'amuser avec. Et de l'autre, du coup, c'est juste un one-shot, moins d'une 50aine de pages, ça n'ira pas plus loin. Et entre les deux, au final, je préfère que ça reste un one-shot parce que de ce qu'on nous montre, en fait, ça me donne l'impression que Garth Ennis, il avait une idée, mais il avait juste la flemme de la développer. Genre, il avait d'autres trucs sur lesquels il voulait plus bosser. Donc du coup, moi je trouve qu'il y a des... Justement, c'est mon premier comics de Garth Ennis en fait. Donc je me retrouve dans une situation comme avec Explicit Corpses, où en fait je découvre un scénariste très réputé dans le comics, et il faut que je tombe sur son travail qui apparemment est le moins développé de sa carrière. Non, il a fait plein de titres assez courts qui servent à rien. C'était son point faible en fait. Faut bien payer le loyer. Non, c'est en fait c'est quelqu'un qui travaille très souvent pour le plaisir de travailler avec des copains, notamment les dessinateurs et le truc, c'est comme il a d'énormes cartons que sont Preacher, que sont The Boys et compagnie. Les éditeurs sont prêts à racheter ces projets à n'importe quel prix. Donc moi personnellement, je suspecte Garth Ennis de troller tout le monde depuis 15 ans. Mais sur ce point-là, du coup, ouais, j'ai envie de dire que c'est un one shot, mais du coup, c'est aussi un zine de luxe. Pour essayer de résumer autrement cette BD, mais après pour mieux m'incruster dans l'histoire, en fait j'ai l'impression de soit lire le spin-off d'une franchise que je connais pas du tout, ou alors soit d'être dans le rêve de quelqu'un. En fait, t'as les événements qui s'enchaînent et qu'on me montre en moins d'une 40aine de pages, donc faut un peu accélérer, et du coup les concepts qui arrivent, je dois les accepter tels quels en fait. Et aussi, voilà, au début, Freddy a une sorte de créature accessoire qui s'appelle Tora. J'ai pas trop pigé ce que c'était. Ah oui, alors
Ouais, c'est vrai. Ça arrive au début, ça revient pas plus tard. On en a absolument rien à foutre du truc. C'est en fait, ouais, c'est ce que je disais. Il aurait dû resserrer l'histoire, en faire un truc en 20 pages et coller ça dans une anthologie, là, comme les trucs que t'aimes bien, là, James, qui était édité par Run. Ah, ouais, putain, merde. Doggy Bag ou moi il les appelle je sais plus le nom, mais les trucs du label 119 effectivement. Ouais, honnêtement, t'en faisais une version plus courte, qui allait plus à l'essentiel, tu publiais ça là-dedans, ça aurait fait une super histoire courte. Là, en 48 pages, t'as l'impression que soit il en manque 20, soit il y en a 20 de trop. Voilà, et pareil, genre, t'as des détails, en fait, moi ça me dérange juste parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de cohérence dans l'univers, genre pas le fait qu'il y ait des dinosaures dans cet univers. C'est marrant. Dinosaures agnostiques, super. Et que du coup, les dinosaures peuvent survivre à Los Angeles sans qu'il y ait le moindre impact sur la société humaine. Là, je me dis, ok, c'est style de Garfinis, je suppose. C'est son petit délire. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite discussion des dinosaures. Ouais. Elle est très. Ouais, je la laisse découvrir aux gens. Voilà, ouais. Elle est très. Je pense que c'est le seul moment où j'irai, je pense. Mais en fait, plus que l'existence de vrais monstres, j'ai plus l'impression d'avoir un univers à la Roger Rabbit. Oui, c'est vrai, ça. En fait, c'est les créatures fantastiques qui existent parce qu'elles sont liées au cinéma d'une certaine manière, ce qui explique les concentrations à Los Angeles, plus que vraiment, il y a des vrais monstres dans la vie de tous les jours, quoi. Mais c'est vrai qu'une explication même cette explication qui est complètement foireuse, elle est meilleure que l'absence d'explication totale qu'il y a dans le comics. Mais c'est vrai, j'y avais pas pensé avant que tu le mentionnes, le truc, il y a un moment où il pose son pote au milieu du motel. Ouais. Puis après il dit oui, je reviens te chercher et on a alors pourquoi il l'a fait? Mais pourquoi le mettre? Genre on le voit sur la cover même. Genre tu vois Freddy en train d'opérer le truc. Ouais, il tient son comme poudrier là. Il y a le truc violet qui sort. Donc je disais c'est son sidekick en fait. Mais non c'est c'est un truc dans l'intro. Et en fait voilà, parce que c'est juste trop court. C'est un one shot. C'est du coup pour moi, d'un point de vue, c'est un zine de luxe parce que je sens que Garfinis s'est permis de faire un truc comme ça parce qu'il pouvait se le faire avec un pote. Parce que là, du coup, je suppose que Mike Perkins doit être son pote s'il accepte de faire ce genre de choses. Bah, en fait, Garfinis fait partie de ce qu'on appelle la British Invasion. Donc il y a toute une équipe d'artistes anglais, enfin britanniques, qui sont partis travailler aux États-Unis à la fin des années 80, début des années 90, dont notamment Alan Moore, Grant Morrison, Mark Millar, dont on a parlé plusieurs fois. Et en fait, il adore bosser avec des Britanniques. Et donc soit c'est des vrais potes dans la vie comme Dylan, le dessinateur. C'était un de ses vrais amis, soit c'est des gens qui respectent beaucoup. Puis il en profite quoi, il demande à des gens qu'il aime bien à bosser sur des trucs comme ça. Et comme je te dis, je suspecte vraiment le mec de troller ouvertement l'industrie depuis 10 ans. Oui, je pense que s'il va voir Image en disant ouais j'ai un projet, ils lui disent oui sans. Voilà, c'est un peu ça quoi. Et sinon pour en revenir sur Ninja Circle, c'est toujours en cours. Il y a des titres qui sortent régulièrement. Le dernier en date est sorti en décembre. Ça s'appelle Grey Lady. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que c'est à chaque fois en fait que des one shot. D'accord. Ok. Bon bah on ne surveillera pas d'un œil. Bon, après je vais dire Stay Out of the Woods qui était donc le projet de mince qui c'est qui écrivait déjà ce truc là, Joe Prout normalement oui il s'appelle Prout je sais ça avait l'air pas dégueulasse du tout quoi. C'est un mélange en fait, imagine
Tom Sawyer version onirique fantastique, horreur, un peu du Del Toro, si vous voulez quoi. Ok. Dis Huckleberry Finn plutôt parce que Tom Sawyer c'est un connard. Non, là c'est plus Tom Sawyer pour le coup que Huck. D'accord. Ok. Je sais pas si vous connaissez la fin de Tom Sawyer. Allez vous renseigner. Voilà. C'est une petite pépite à se mettre sous la dent. Qui finit dans Huckleberry Finn si je dis pas de bêtises. Oui, je crois. Et ben merci tout le monde pour ce titre. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour vous parler de ce titre. Moi, je vais lancer une rubrique qui va s'appeler « Je fais découvrir à Cécile mes auteurs favoris, mais avec leurs titres les plus... » Avec un titre pas Mais terrible. voilà, c'est ça le truc, c'est que j'ai aucun affect pour Garfénis, ou alors j'ai un affect que je n'ai pas encore développé pour Garfénis. Donc du coup, moi c'est facile pour moi de lire sur des one shots et de me sentir complètement pas Osef. ouais, en mode Osef, voilà, pour dire plus brut. Alors que je trouve un truc de Darwin Cook pas terrible pour lui faire découvrir Darwin Cook. Mais en vrai, en Ça va fait, être dur, hein. genre, parce que, est-ce que, bon, du coup, moi, c'est facile pour moi de ne pas recommander ce comics. Moi, je préfère recommander, une série de comics qui développe beaucoup plus ce style d'univers qui est Fable. Et, ouais, en dehors de ça, Oui, mais Fable, c'est autre chose quand même. c'est autre chose, du coup. C'est beaucoup mieux fait. Parce que c'est développé. Et voilà, enfin. Faut le rappeler que c'est dispo en Urban Nomad. Oui. Vous pouvez. Mais Oui, enfin voilà. Mais en tout cas, je préfère que Freddy l'Arrangeur soit one shot plutôt que Exquisite Corpses qui va s'étendre sur 12 volumes. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'était si nul que ça. Ah, c'est vraiment nul à Allez, lire. Vraiment, lis-le. Mais lis, faut que je te retrouve Nice House by the Lake et Nice House by the Sea. Ouais, je sais. Tynant Ford, il est fort. Bon, là, il était pas fort, mais. Et voilà, que ça ou Freddy l'Arrangeur, j'étais en mode, ouais, c'est ça votre scénariste. La prochaine fois, il va te faire découvrir Alan Moore avec Neonomicon. Ouais. Ok. Ou avec Killing Joke, puisque. J'ai déjà lu Killing Joke. Ah, Et bah, c'est Alan Moore qui se. Voilà. Non, mais Alan Moore était Osef aussi, hein, il a fait ça que pour faire plaisir à Bolland. Hein. Bolland voulait dessiner du Batman, il lui a donné du Batman. Hein. Au final, j'ai l'impression que Killing Joke, c'est un peu le comics préféré par les gens qui lisent jamais du comics. Franchement. Ouais. Comme Deadpool, le personnage préféré des gens qui ne lisent pas de comics. Parce que va trouver du comics Deadpool bien. Je te souhaite. Ah mais il y a plein de personnages comme ça qui sont aimés par des gens qui aiment pas le comics. America Chavez, t'écoutes certains, c'est un personnage super important, alors que c'est l'un des personnages les plus osef de chez Marvel, quoi. Ah, j'espère que Eve et Jeanne ne nous écoutent pas. Non, mais Ils adorent. Non mais je sais que le personnage est beaucoup aimé dans la communauté LGBT, mais au point de vue de la carrière du personnage, c'est un OSEF intégral. Il n'y a pas un seul titre qui émerge pour être vraiment un banger, quoi. Ouais. Bah peut-être dans les New Avengers. Ouais, je sais pas, j'en ai pas lu assez pour. Même dans les New Avengers, en fait, le run où elle est, c'est une partie qui est sans plus, quoi. Dans les Young Avengers. Dans les Young Avengers, oui. C'est pas la partie la plus OSEF des Young Avengers, mais c'est pas non plus la plus intéressante, quoi. Et à chaque fois, en fait, America Chavez, on m'en parle comme si c'était un personnage, mais ultra important, mais personne n'est foutu de me dire un vrai titre important autour de ce perso, quoi. Et bah, va écouter l'épisode de Codexis sur America Chavez. Ah ouais, non mais je l'ai écouté, hein, puis je te jure qu'ils ne m'ont pas convaincu, hein. Franchement, ouais, ça fait partie de tous les personnages. Il y a plein de personnages qui ont un potentiel, mais qui est totalement inexploité, quoi. Ouais. Et je rappelle que le Hulk préféré de Spades est Amadeus Cho, c'est certain. J'aime bien, oui. Ah, bah voilà.
J'aime bien Amadeus Cho. C'est pas mon Hulk préféré parce que je préfère Joe Fixit. Mais oui, je suis un fan de Peter David, je rappelle. Mais oui, j'aime bien Amadeus Cho. Ok. Sur ce, je vais rappeler qu'on peut retrouver Sophie sur Surfrod. Est-ce que t'as un truc qui est sorti récemment? C'est une bonne question. J'ai des trucs normalement qui sont en passe de sortir, mais est-ce qu'ils sont déjà des trucs sortis? Bon, allez voir sur Surfrod. Non, pas encore. Bon bah, allez voir sur Mais- Surfrod. Vous pouvez... Ah si, il y a The Thunder, ma chronique sur The Thunder, voilà. Qui est un très bon film d'ailleurs au passage. Si vous aimez les films sur l'onirisme, voilà. Il y a, je sais pas si ton merde, j'ai oublié le nom. Le truc où tu postes Spades. Substack. Ton Substack, le Substack de Spades, où vous pouvez retrouver ses articles, notamment toute sa série d'articles autour des femmes importantes dans le milieu du comics, qui était intéressant. Alice Marble, ouais. Ouais. Et il y a l'Instagram de Cécile et son Ko-fi qui est ouvert. Donc vous pouvez aller lui acheter des fanzines et tu fais que des fanzines? Non, j'ai vu que t'avais des stickers aussi, non? Des stickers, des badges, et là prochainement je vais faire 2 marchés, donc je suis en train de charbonner sur du nouveau. Ouais. Ouais, bon. Et si vous êtes sur Montpellier, vous le retrouvez chez Tanuki bientôt. Et t'as dit en région parisienne aussi? Oui, ça va être aux alentours du 20 mars, ça va être aux Arts Ludiques. C'est le Fanatic Zine Festival. Ok. Et ben on partagera ça sur les réseaux sociaux pour que les gens découvrent ton travail. Nous, la semaine prochaine, on va reparler de BD puisque il y a nos amis de chez 6 pieds sous terre qui sortent une BD qui s'appelle La plus belle personne. On aura la chance de recevoir Zelda, donc de l'éditrice de chez Pieds sous terre, et l'autrice de La plus belle personne avec nous, donc on va pouvoir discuter BD, tout ça, ça va être super bien. La semaine d'après, on revient un peu avec du comics, on va parler des EVD d'Alcatraz. Je sais plus du tout de qui c'est, mais je sais que c'est chez Delcourt. Non, ce n'est pas le film avec Clint Eastwood dont je voulais vous parler. C'est Tyler Cook et Christopher. C'est pas Walt. Non, je dis pas de conneries. Acteur. Allez, pardon, excusez-moi. Je suis. Ah, c'est Cantwell. C'est Christopher Cantwell et c'est le mec qui a fait Halt and Catch Fire et The Terror. Oh, c'était trop bien The Terror. Voilà. Ouais. Et Christopher Cantwell, je crois, on avait lu un truc de lui. Ah ouais, on avait lu un truc de lui qui était sorti chez 404 Comics, qui était pas terrible. Je me souviens. Bon, bah peut-être que les EVD d'Alcatraz, ce sera mieux. On espère. Mais Halt and Catch Fire et The Terror, c'est vraiment bien si vous avez eu l'occasion. Surtout la première saison de The Terror, c'est une pépite. Merci de nous avoir écoutés. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, je mets du temps à sortir les épisodes, mais c'est parce que je fais d'autres trucs à côté et que en ce moment c'est un peu compliqué, mais je vois que vous continuez à écouter. Ça fait plaisir, même si j'oublie de les poster sur les réseaux sociaux. Mais voilà, vous êtes toujours au rendez-vous. Ça nous fait plaisir. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. 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 Ciao.